En 1995, Corinne Didio est victime d'un meurtre qui, pendant près de 30 ans, restera un immense mystère. Jusqu'à ce qu'une toute autre affaire criminelle, celle du double assassinat de Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa, beaucoup plus récente, ne relance complètement l'enquête. On se retrouve juste après ça. Mais avant de se retrouver pour cette très longue vidéo, on fait une petite pause parce que c'est une vidéo sponsorisée par Alara, une marque de vêtements qu'à mon avis, si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à connaître. En fait, ce sont des vêtements qui ont complètement envahi mes armoires. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi ce haut, c'est quoi ce jean, c'est quoi ce pantalon, c'est quoi cette robe, à chaque fois je dis c'est Alara. C'est une marque de vêtements qui est pensée pour être à la fois confortable, pratique et facile à porter au quotidien. D'ailleurs, si certaines pièces vous plaisent, n'hésitez pas à utiliser mon code promo qui s'affiche à l'écran. Vous avez 10% de réduction et vous pouvez retrouver ce code en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Bon, je vais vous montrer 3 tenues qui sont un petit peu dans le mood du moment, c'est-à-dire le mood été. Là, celle que je vous montre, c'est une robe rouge. Alors d'habitude, je ne porte jamais de rouge, mais je me suis dit que celle-là, il fallait absolument que je la prenne dans cette couleur-là, puisque j'espère pouvoir bronzer et en plus ça ressort vachement. Du coup, ce rouge-là sur une peau bronzée, c'est mon véritable coup de cœur. Elle est hyper fluide, le tissu est léger et agréable et elle accompagne vraiment les mouvements quand on marche. Je la trouve élégante sans trop en faire, sans trop être habillée. Donc je pourrais très bien la mettre en soirée la semaine prochaine quand je partirai en vacances en Espagne. La deuxième tenue que je vous propose, c'est celle avec le jean taille basse Alara Flex. Alors j'adore ce jean parce que je mets jamais trop de taille basse, finalement je mets beaucoup plus de taille haute, mais j'adore le fait que ce soit un peu évasé en bas. J'adore cette couleur là, ça va vraiment avec le haut que j'ai mis, avec des baskets, avec des chaussures un peu plus habillées et vraiment extensible, on bouge facilement dedans et j'adore. Là c'est un autre jean que je vous présente, cette fois-ci taille haute, c'est le style barrel. Alors j'aime beaucoup son côté passe-partout, ça marche quand même avec les mêmes chaussures un peu plus habillées, mais aussi avec des baskets. J'ai mis exactement le même haut. Vous voyez, un jean, ça change toute une tenue. J'adore aussi parce qu'il s'arrête lui au niveau des chevilles, ce qui permet de mettre un peu plus les chaussures en valeur. Je trouve que la coupe est vraiment moderne et il est super agréable à porter. J'aime bien d'ailleurs la silhouette qu'il me fait. Ce que j'aime bien avec Alara, c'est que vous voyez, ce sont des vêtements stylés et super agréables à porter et surtout pour tous les types de morphologie. Alors pour le moment, il n'y a que les femmes qui sont concernées. Je dis ça parce que mon père et mon mari m'ont fait la remarque. Comme j'ai converti mes sœurs et ma mère à Alara, ils m'ont dit c'est quand nous aussi qu'on pourra en porter. Je leur ai dit pour le moment c'est pas le cas. Pour moi mon coup de cœur c'est la robe rouge que je porte là et que je vais porter d'ailleurs tout le long de cette très longue vidéo. N'hésitez pas vous à me dire quelle est la tenue que vous avez préférée dans les commentaires et n'oubliez pas, vous avez 10% de réduction avec mon code promo. Et s'il y a une des 3 tenues que vous avez vraiment appréciées, il y a tous les liens en description qui amènent directement vers ces tenues. Je remercie Alara d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la suite de l'histoire. Lorsque Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa disparaissent le 25 novembre 2022, je suis loin d'imaginer que cette affaire va profondément me marquer. À cette époque, très peu de médias, vraiment au tout début de la disparition, ne s'intéressent à cette affaire parce qu'au tout départ, on pensait à une disparition volontaire. Je décide alors de consacrer une vidéo à leur histoire afin de contribuer à leur médiatisation. Très rapidement, je me retrouve donc en contact avec les bénévoles
ARPD de l'époque qui était sur ce dossier, puis aussi avec différents membres de la famille plus ou moins éloignés de Leslie et de Kevin. Parmi les personnes avec lesquelles j'avais échangé se trouve notamment la grand-tante de Leslie, Marie-Thérèse Garcia. Marie-Thérèse Garcia était très investie dans les recherches. Elle administrait notamment le groupe Facebook consacré à la disparition de sa petite nièce. Elle était très active et à ce moment-là, je ne connais d'elle que cette image, celle d'une proche mobilisée d'un certain âge, mais comme tant d'autres familles confrontées à l'attente et à l'angoisse. Les mois passent, l'enquête progresse et je pense que vous le savez si vous suivez ma chaîne assidûment, puisque j'en ai parlé à de nombreuses reprises. En mars 2023, plusieurs personnes sont interpellées et les investigations permettent finalement d'établir que Leslie et Kevin ont été tués de manière barbare. Un procès d'ailleurs prévu au printemps 2027, entre le 15 mars et le 2 avril. Comme je vous le disais, au cours de cette même enquête, un autre dossier va refaire surface. Au cours des investigations, les gendarmes exploitent plusieurs centaines d'heures d'écoute téléphonique. Certains échanges attirent particulièrement leur attention. Ils semblent faire référence à un meurtre datant de près de 30 ans. Ces éléments conduisent les enquêteurs à rouvrir un dossier datant de 1995, celui de la disparition et du meurtre de Corinne Didio. C'est donc cette affaire que je vous propose de retracer aujourd'hui. Alors, avant de réellement se plonger dans cette affaire, il faut que je vous prévienne. Donc déjà, il va y avoir des détails assez perturbant, beaucoup plus que ce que je peux dire habituellement dans mes vidéos. Ensuite, c'est une affaire extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de protagonistes, de personnes qui gravitaient autour de Corinne au moment des faits. Et en plus de ça, il y a donc des couples, des anciens couples et aussi des personnes qui vont avoir des relations avec d'autres personnes reliées et qui sont déjà en couple, donc ça va être assez compliqué à suivre. Il y a pas mal d'informations que j'ai, notamment avec des documents officiels qui m'ont été transmis, donc c'est-à-dire que j'ai toute l'histoire en tête, elle est énorme. C'est un rapport que j'ai eu, c'est-à-dire une sorte de synthèse. La synthèse fait plus de 40 pages. Je ne sais pas combien de noms différents il y a, mais je peux dire au moins les plus d'une centaine. Donc évidemment, on ne va pas citer cette centaine de noms. Je vais faire l'impasse sur certains détails pour que ça reste digeste pour vous. Alors évidemment, je pourrais donc pas parler de tous les éléments, de tout ce qui s'est passé, parce que sinon vous allez vous perdre. Mais je vais essayer que cette vidéo soit très imagée, très illustrée pour que ce soit plus simple pour vous. Et si vous écoutez cette vidéo en podcast, restez assez attentif puisque on peut rapidement se perdre en se demandant qui est cette personne dont elle me parle parce qu'on a oublié et on n'a pas écouté quand j'en ai parlé avant. Donc je vais essayer d'être vraiment la plus claire possible pour vous, mais vous allez voir, on est dans un film, on est dans un thriller, c'est une histoire rocambolesque et très compliquée, qui baigne dans le banditisme depuis des années. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai de vous répondre de la manière la plus précise possible. L'introduction est bien trop longue, on se lance dans l'histoire. Évidemment, pour comprendre ce qui a pu arriver à Corinne Didio, il faut d'abord présenter toutes les personnes qui vont jouer un rôle dans cette affaire. En 1995, Corinne Didio a 32 ans. Elle est la mère d'un petit garçon de 10 ans prénommé Romain. Elle vivait seule à cette époque avec son fils, rue de Montfort à Trappes dans les Yvelines, en région Île-de-France. Le père de l'enfant est Antonio Marquez Gomez. On va l'appeler, pour que ce soit plus simple, Antonio, dans la suite de cette vidéo. Les deux se sont rencontrés plusieurs années auparavant, mais leur relation est désormais terminée. Antonio est retourné vivre en Espagne, tandis que Corinne est restée en région parisienne avec leur fils.
Pendant 7 ans, Corinne est restée sans nouvelles d'Antonio, en dehors d'un fait d'enlèvement concernant Romain par son père en 1987, pour lequel ce dernier avait été condamné en 89 à une peine d'1 an d'emprisonnement. À cette période, Corinne partage sa vie avec Hervé. Mais ils se séparent et commencent les procédures de divorce. Il y aurait eu à ce moment-là des épisodes de disputes, notamment sur la question du partage des biens. Début 1995, Corinne décide de se rapprocher à nouveau d'Antonio sur demande de son fils qui cherche à connaître un peu plus son père. Donc elle va reprendre des relations avec lui, des relations cordiales, amicales, mais pas plus. Elle avait apparemment proposé qu'elle, son fils et Antonio, et je ne sais pas si à ce moment-là il était en couple, il me semble que oui, allaient vivre tous ensemble à Bogota, en Colombie. Mais finalement, le projet, qui devait avoir lieu début d'année 1995, est avorté tout simplement parce que, alors du côté d'Antonio, il trouvait que c'était un pays trop dangereux, et du côté de Corinne, elle, apparemment, elle ne faisait pas assez confiance à Antonio, elle voyait qu'il répondait pas souvent, qu'il prenait quand même pas mal de distance et qu'il était pas trop présent pour son fils, donc elle voulait pas se lancer dans cette aventure comme ça, dans ces conditions-là. Et donc à ce moment-là, elle a dû inscrire rapidement son fils Romain dans une école, et la seule école qu'elle a trouvée, selon ce qui a été rapporté dans la synthèse que j'ai lue, c'est une école près de Rambouillet, et c'est pas du tout à côté de chez elle, c'est environ une 40aine de minutes. Donc, elle avait besoin de trouver une personne de confiance à qui elle pouvait confier son fils, et cette personne, c'est Marie-Thérèse Garcia. Pour rappeler rapidement, Marie-Thérèse Garcia, c'est la grande-tante de Leslie. Qui est Marie-Thérèse ? Donc Marie-Thérèse est en fait la belle-sœur d'Antonio, puisqu'elle est en couple avec son frère qui s'appelle Francisco. Et donc elle est l'ancienne belle-sœur de Corinne. Donc puisqu'Antonio n'est plus avec Corinne, c'est son ancienne belle-sœur, mais c'est dans ces conditions-là qu'elles se sont rencontrées, parce que toutes les deux sortaient avec les deux frères Marquez Gomez. Les relations entre les deux femmes n'ont pas toujours été simples. Après la séparation de Corinne et Antonio, elles se sont éloignées pendant plusieurs années. Pourtant, au début de l'année 95, elles reprennent progressivement contact. On sait en fait donc que finalement Corinne laissait son fils toute la semaine chez Marie-Thérèse qui habite à Saint-Hilarion, précisément dans la résidence Les Bruyères, et ça prouve quand même qu'un climat de confiance s'était instauré entre les deux femmes. Corinne donc récupérait son fils que pendant le week-end. Au fil des semaines, Romain va donc passer de plus en plus de temps chez Marie-Thérèse. C'est logique, puisque il est toute la semaine chez elle finalement. On arrive le jour des faits. Plus précisément le 19 juin 1995. Corinne se rend normalement à son travail chez Bouygues, situé dans la ville de Guyancourt, dans les Yvelines. À la pause déjeuner, elle mange avec une collègue et à ce moment-là, elle semblait assez contrariée. Au cours de leur conversation, elle aurait évoqué un rendez-vous prévu le soir même au sujet de son fils, Romain. Elle explique également avoir repris contact avec son ancien compagnon, Antonio, afin que leur fils puisse enfin connaître son père, comme je vous l'expliquais. Et à cette occasion, elle confie une phrase qui marquera sa collègue. « Maintenant, il peut m'arriver quelque chose, je sais que mon fils ne sera pas à la rue. » Et à partir de ce moment-là, sa collègue ne se doute pas une seule seconde que c'est une des dernières personnes à avoir vu Corinne vivante. Parce qu'effectivement, les jours vont passer et elle ne donne aucun signe de vie. Elle ne se présente plus à son travail et personne ne parvient à la joindre. Inquiet, son ex-compagnon, Hervé, avec qui elle est en instance de divorce, avec qui elle avait eu quelques frictions, mais apparemment avec qui ça se passait bien sur le moment, s'est rendu au domicile de Corinne à Trappes le 23 juin. Et ce qu'il a vu ne l'a pas du tout rassuré. La voiture de Corinne a disparu. Les volets de la maison sont fermés. À l'intérieur, le chat est toujours présent,
mais il a manifestement été laissé seul depuis plusieurs jours. Les documents d'identité de Corinne, ses vêtements et ses effets personnels sont toujours sur place. Rien ne laisse penser à un départ volontaire. Hervé commence alors à contacter les proches et les collègues de Corinne. Ces derniers lui apprennent qu'ils ne l'ont plus revue depuis le 19 juin. Il lui raconte également qu'elle semblait préoccupée avant de quitter son travail, notamment en raison de ce fameux rendez-vous concernant la garde de son fils. C'est donc 3 jours plus tard, le 26 juin, qu'Hervé va déclarer la disparition inquiétante au commissariat de Trappes. Pendant ce temps, il y a un autre événement qui va venir un peu compliquer cette situation. Parce que oui, Corinne a un fils, Romain. Et Romain, comme cela avait été convenu, est au domicile de Marie-Thérèse. Et on a donc le 27 juin, Marie-Thérèse qui va demander à Hervé de lui remettre le passeport de l'enfant, son carnet de santé, le livret de famille, ainsi que plusieurs vêtements. Donc c'est quand même assez rapide. De son côté, on a la sœur de Corinne, Catherine Didiot, qui va également réagir. Elle va appeler Marie-Thérèse et lui demande de récupérer son neveu, donc Romain. Quelques heures plus tard, Marie-Thérèse la rappelle et elle va expliquer à la sœur de Corinne que Romain n'est plus avec elle, qu'il est avec son père et qu'ils sont partis tous les deux. On a encore le surlendemain Antonio qui va donc appeler Catherine pour lui dire qu'effectivement il est parti avec Romain, qu'il serait à Bogota en Colombie. Bon, apparemment il se trouve que finalement ils n'y sont pas allés et qu'ils étaient parti en vacances en Espagne. Et donc au téléphone, il demande que le passeport et le carnet de santé de Romain soient remis à Marie-Thérèse Garcia afin qu'ils puissent lui être transmis. Catherine parvient à parler quelques instants au téléphone avec son neveu. Après cet appel, elle n'aura plus de nouvelles ni de son neveu ni d'Antonio pendant plusieurs mois. Dans le même temps, il y a des vérifications qui sont réalisées au niveau des mouvements bancaires de Corinne pour voir si potentiellement elle serait effectivement pas partie volontairement. Elle n'aurait pas disparu volontairement. Mais il se trouve qu'il n'y a aucun mouvement qui n'a pu être enregistré, sauf des prélèvements automatiques. Mais c'est tout. Donc, très rapidement, ses proches vont écarter plusieurs hypothèses. Pour Hervé, comme pour sa famille et ses amis, Corinne n'aurait jamais quitté la France en abandonnant son fils. Ils ne croient pas non plus à une fugue amoureuse. Quelque chose leur paraît profondément anormal. L'enquête débute donc comme une disparition inquiétante. De nombreuses recherches sont effectuées, mais aucune trace de Corinne ne va être trouvée dans les premiers jours. Beaucoup plus tard, à la fin de l'année de la disparition, donc en décembre 1995, il va y avoir une information d'ouverte pour enlèvement et séquestration. Et d'ailleurs, Catherine, la sœur de Corinne, se portera partie civile. Les enquêteurs poursuivent leur enquête, mais pendant plusieurs années, ça ne donnera absolument rien. Et pourtant, s'il y avait eu une meilleure communication entre toutes les instances, ça aurait été quand même beaucoup plus rapide. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que 9 jours après la disparition de Corinne, on a un corps qui est repêché le 28 juin 1995. Et c'est un cadavre qui est repêché dans la Seine au niveau de la Roquette dans l'Eure. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un meurtre. Tout simplement parce que le corps est retrouvé dans une malle métallique cadenassée de type cantine militaire. Et il n'y a aucun lien au départ qui est fait avec la disparition de Corinne. Ce n'est que près de 2 ans plus tard, soit en mars 1997, que les enquêteurs qui travaillent sur le dossier de la disparition de Corinne ont cette information. Notamment, un rapprochement est fait avec Corinne de par des cicatrices qu'elle présente sur son corps. C'est vrai que le corps qui a été retrouvé présente les mêmes cicatrices, notamment une cicatrice provenant d'une césarienne et une autre d'une appendicectomie, qui sont donc susceptibles de correspondre aux caractéristiques physiques de la disparue. Et ce n'est que le 18 août 1997, soit plus de 2 ans après la découverte du corps, que les enquêteurs parviennent à l'identifier formellement. Les expertises ADN permettent d'établir qu'il s'agit bien de Corinne. Cette découverte entraîne tout de suite le dessaisissement du juge d'instruction d'Évreux à la suite de la découverte du cadavre, au profit de celui de Versailles qui regroupe alors les 2 procédures en une seule. Donc celle d'enlèvement et séquestration de Corinne avec celle concernant l'identification de ce cadavre. Pour la famille, évidemment, l'espoir de retrouver Corinne en vie s'effondre.
Les constatations médico-légales ne laissent malheureusement aucun doute sur la violence des faits. Le corps de Corinne, retrouvé nu, présente de multiples plaies provoquées par une arme blanche. Les experts concluent qu'elle a reçu 14 coups de couteau avant la mort, dont plusieurs au niveau du thorax. L'autopsie avait conclu donc à une mort par arme blanche. Après sa mort, son corps a été décapité, puis ses mains et ses pieds ont été sectionnés avant que certaines parties de son corps soient placées dans une malle métallique et abandonnées dans le fleuve. L'expert évaluait la durée du séjour dans l'eau du corps de Corinne entre 3 jours et 6 semaines, permettant d'indiquer que son décès serait intervenu donc entre le 19, le jour de sa disparition, et le 25 juin 1995. Pour les enquêteurs, ces mutilations ne semblaient pas avoir été effectuées pour tuer la victime, mais plutôt pour retarder l'identification de celle-ci. Parce que oui, ses extrémités et sa tête n'ont jamais été retrouvées. Donc maintenant, on sait malheureusement que Corinne est décédée de manière horrible, mais la question qu'on se pose, c'est qui pouvait en vouloir à ce point à Corinne Didio. Les enquêteurs vont enquêter sur tout l'entourage de Corinne et vont s'intéresser à plusieurs profils. La première personne qui est un peu dans le collimateur, on va dire, c'est évidemment Antonio, donc l'ex-compagnon de Corinne et le père de son enfant. Il a repris en effet contact avec elle quelques mois avant sa disparition et c'est également lui qui récupère très rapidement leur fils quelques jours seulement après que Corinne ne donne plus signe de vie, avant de quitter la France avec l'enfant. On a donc aussi, de ce fait, les investigations qui se tournent vers Marie-Thérèse Garcia. En effet, déjà, Marie-Thérèse était très proche d'Antonio. Elle avait une belle relation d'amitié avec lui. Il se trouve, je vous le rappelle, qu'à ce moment-là, elle sortait avec son frère et donc elle le connaissait très bien. En plus de ça, la plupart du temps, Romain vivait chez elle. Et puis c'est également elle qui a demandé très rapidement le passeport de l'enfant, son carnet de santé et plusieurs effets personnels quelques jours seulement après la disparition de la mère de Romain. Et donc très vite, les enquêteurs vont s'intéresser à un éventuel mobile, notamment du côté d'Antonio et du côté de Marie-Thérèse. On a plusieurs hypothèses qui vont un petit peu s'entremêler. Du côté de Marie-Thérèse, on est sur une vengeance personnelle. Je vous explique. Il semblerait qu'alors que Marie-Thérèse Garcia était en couple avec Francisco, le frère d'Antonio, que Corinne ait entretenu une liaison avec Francisco au début des années 1980. Quand Marie-Thérèse Garcia aurait appris l'existence de cette relation, elle aurait été très énervée, elle l'aurait mal pris, elle ne lui aurait apparemment jamais pardonné. Donc pour vous recontextualiser, Marie-Thérèse sortait avec Francisco, Corinne sortait avec le frère de Francisco, Antonio, et alors que les deux couples existaient, Francisco aurait une liaison avec Corinne. La seconde hypothèse concerne donc Antonio. Antonio, il aurait voulu obtenir la garde de son fils, un petit peu aussi comme une vengeance contre Corinne, puisque rappelez-vous, il avait écopé d'1 an lorsqu'il avait enlevé une première fois son fils. Donc, selon une hypothèse, ça aurait été, je mets bien le conditionnel, une vengeance conjointe un petit peu entre Marie-Thérèse et Antonio contre Corinne. On a eu bien plus tard des propos de Francisco. En effet, Francisco, qui était alors pendant un petit moment quand même en relation avec Marie-Thérèse, mais après ils ont fini par se séparer, lui avait promis, je cite, qu'un jour elle l'aurait, en parlant de Corinne. Il affirme également qu'en 98, donc quelques années après la mort de Corinne, Marie-Thérèse lui aurait confié avoir finalement, je cite, eu sa vengeance, en lui expliquant qu'elle avait attiré Corinne chez elle, l'avait étranglée, puis découpée avant de placer son corps dans une malle métallique, transportée dans la voiture de la victime et abandonnée dans la Seine.
Je crois que d'ailleurs que la voiture n'a jamais été retrouvée, hein, si je dis pas de bêtises. Elle lui aurait également expliqué avoir ensuite fait réaliser des travaux dans sa maison afin d'effacer les traces. Francisco ajoute également que Marie-Thérèse lui aurait confié avoir, je cite, tout calculé pour lui redonner confiance et la faire revenir dans son entourage dans le seul but de se venger. Alors attention, ça à prendre avec des pincettes, évidemment, puisqu'il s'agit simplement des propos de Francisco à un moment où il n'était plus avec Marie-Thérèse, et d'ailleurs des propos qu'elle conteste fermement. Puis vous allez voir, je vous le dis pas tout de suite parce que il va y avoir encore d'autres informations entre-temps, mais il avait des bonnes raisons aussi de ne pas aller dans le sens de Marie-Thérèse à ce moment-là. Et en plus de ça, à cette époque-là, il faisait l'objet d'une mise en examen dans une autre procédure pour tentative d'assassinat sur Marie-Thérèse Garcia. Oui, je sais, c'est compliqué. On est dans une affaire vraiment rocambolesque. On a l'impression que ces personnes ont eu 5 ans de vie. Mais en tout cas, je pense que ces propos sont assez subjectifs. Il est assez difficile de savoir s'il dit ça pour se venger de Marie-Thérèse parce qu'il l'apprécie plus ou parce que c'est réel, tout simplement. Les enquêteurs vont d'ailleurs aussi vérifier un élément important qui va revenir dans plusieurs témoignages que je vais vous évoquer. Apparemment, Marie-Thérèse aurait attiré Corinne à l'occasion de la kermesse de Saint-Hilarion, là où elle réside. Or, les investigations établiront que la kermesse s'était déroulée les 24 et 25 juin 1995, soit quelques jours après la disparition de Corinne, donc ça colle pas trop. Également, on apprend que Marie-Thérèse est restée en contact avec Antonio et Romain alors que les deux étaient partis en Espagne et qu'elle serait même allée leur rendre visite plusieurs fois. D'ailleurs, il y a eu un petit micmac où Marie-Thérèse disait que c'était pas vrai, alors que finalement Romain a fourni une photo où il apparaît dessus avec Marie-Thérèse en Espagne et la famille de Antonio. Apparemment, sur ce point, elle n'aurait pas vraiment dit toute la vérité. Enfin, un troisième nom attire l'attention des enquêteurs. Il s'agit de Jean-Jacques Maurice. Alors, Jean-Jacques Maurice, c'était un ancien compagnon de Corinne, donc notre pauvre Corinne disparue et tuée de manière barbare. Et alors lui, c'est vrai que c'était quand même un bon suspect, tout simplement parce qu'il baigne dans le grand banditisme. D'ailleurs, je crois que c'est un peu grâce à ce biais-là et donc le fait qu'elle avait des connaissances dans le grand banditisme, que Corinne avait ensuite fait la rencontre d'Antonio, de Marie-Thérèse et du frère d'Antonio. Si on revient à Jean-Jacques Maurice, lui, il est connu des services de police. Il avait d'ailleurs déjà été condamné plusieurs années auparavant pour avoir tenté de la tuer, donc de la tuer à l'aide d'une arme à feu, alors qu'ils étaient en séparation parce qu'elle voulait pas revenir vers lui. Et plusieurs proches et témoins disent qu'en fait, il nourrissait encore une haine viscérale, limite envers Corinne, et une profonde rancœur aussi envers elle, puisque elle avait témoigné contre lui et qu'ensuite il avait fini en prison. Pendant un moment, il s'était accusé du meurtre de Corinne, puis il s'était ensuite rétracté. Il avait expliqué s'être accusé au départ pour protéger d'autres protagonistes, notamment Marie-Thérèse Garcia, par rapport à des micmacs judiciaires dans d'autres affaires, pour éviter de balancer je sais plus qui ou je sais plus quoi, pour protéger un témoignage. C'est pas vraiment important dans l'affaire en elle-même, mais bon, vous pouvez voir qu'ils étaient clairement pas dans notre monde. En effet, donc il y avait des sortes de magouilles judiciaires qu'il avait essayé de faire, notamment apparemment avec Marie-Thérèse Garcia, et c'est pour ça qu'il avait voulu porter le chapeau du meurtre de Corinne à sa place. Il avait d'ailleurs expliqué dans une lettre adressée aux forces de l'ordre un aveu de Marie-Thérèse Garcia datant de février 1997 quant à la disparition de Corinne. Il a mis fin à ses jours en juin 1997 alors qu'il était en prison à la suite, la même année, de plusieurs tentatives ratées. Donc à ce stade de l'enquête, les enquêteurs ont plusieurs pistes, mais aucune preuve ne va réellement venir expliquer ce qui a pu arriver à Corinne Didio. Ils ont des doutes, mais il n'y a aucune preuve qui relie
n'importe qui avec sa mort. Le dossier va donc s'enliser pendant plusieurs années. Donc on arrive à une enquête qui est dans l'impasse. On sait que Corinne a été tuée, voire assassinée. On a plusieurs suspects, Marie-Thérèse Garcia, Antonio, Jean-Jacques Maurice. Mais bon, une enquête criminelle ne peut pas simplement s'appuyer sur des intuitions. Elle nécessite des preuves et c'est précisément ce qui manque dans ce dossier. Mais pendant l'enquête, il y a quand même plusieurs incohérences qui vont être mises en lumière par rapport à certaines déclarations de différents protagonistes. On va repartir sur Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, par exemple, avait affirmé avoir vu Corinne pour la dernière fois, soit le 18, soit le 25 juin 1995, sans être capable de préciser la date. Elle décrit Corinne comme une femme fragile, qui était un petit peu accro à des substances stupéfiantes au moment de sa disparition. Elle évoque une possible fugue. Elle affirme qu'elle avait déjà disparu pendant plusieurs mois par le passé et elle laisse entendre qu'elle aurait pu mettre elle-même fin à ses jours ou juste disparaître volontairement ou peut-être même avoir été recrutée dans une secte. Ça, c'était au tout départ avant qu'on découvre qu'elle avait été tuée. Pourtant, plusieurs proches de Corinne vont dresser un tableau différent de la jeune femme, notamment Hervé, son ex-mari, qui explique que c'était impossible pour lui qu'elle abandonne son fils, parce qu'ils sont plusieurs à le dire, en dehors de Marie-Thérèse, que son fils c'était toute sa vie. D'ailleurs, il se trouve que c'est vrai que des fois, elle avait eu des phases un peu plus tristes, mais elle n'aurait jamais voulu mettre fin à ses jours, contrairement à ce qu'aurait pu évoquer Marie-Thérèse également. Elle était juste un peu triste et elle avait une fois fait une tentative, mais c'était bien des années avant, je crois plus d'une dizaine d'années avant, lorsque son grand amour, alors je sais plus comment il s'appelait, s'est fait tuer. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle avait fait une tentative, mais c'était plutôt un appel à l'aide apparemment, et après elle n'en avait plus jamais refait, selon les proches de Corinne. Ses amis et sa famille tiennent le même discours. Corinne traversait donc, je vous le disais, parfois des périodes difficiles, mais rien ne permet de croire qu'elle serait partie volontairement, sans prévenir personne, encore moins en laissant Romain derrière elle. Donc ça, ce sont les incohérences qui ont été notées, notamment concernant Marie-Thérèse Garcia. Il y a des investigations dans ce dossier qui vont se poursuivre pendant plusieurs années. Il y a également des écoutes téléphoniques qui vont être réalisées. Les enquêteurs vont entendre vraiment beaucoup de monde. Ils vont essayer de recouper toutes les informations et c'est pas une mince affaire quand vous avez vraiment autant de monde qui gravite autour de cette affaire. Mais malgré cela, aucune preuve matérielle, à nouveau, hormis les témoignages, ne vient appuyer une quelconque culpabilité de quelqu'un dans ce meurtre avéré. Et dans ces conditions, la justice ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça qu'une première information judiciaire se termine par un non-lieu en mars 2000. Mais quelques années plus tard, en 2004, un témoignage vient tout basculer. Il s'agit du témoignage d'une des filles de Marie-Thérèse, Nancy. Et ce témoignage va conduire à la réouverture du dossier et de l'enquête. Nancy expliquait ne pas avoir parlé à l'époque car elle avait peur des relations liées au grand banditisme de sa mère. Elle indiquait aux enquêteurs que Marie-Thérèse était impliquée dans le meurtre de Corinne, expliquant que la victime aurait été attirée chez Marie-Thérèse le jour de la kermesse. Rappelez-vous, la kermesse, c'est exactement ce qu'avait dit également Francisco. On est venu à discuter de ça et en fait, c'est là où il m'a dit que Madame Garcia était venue le voir en prison et lui a expliqué comment elle a éliminé Corinne Ditio. Elle était en train de discuter avec Corinne en fait dans la salle à manger et en fait ils sont arrivés par derrière et ils ont attrapé Corinne et ils ont commencé à l'étrangler et apparemment ils ont eu du mal à l'étrangler et ensuite ils l'ont descendue dans le garage pour la découper. Et à ce moment-là, quand la Garcia lui a raconté ça, de ce qu'il m'a dit, il était emprisonné. Donc elle a quand même dit ça au parloir. Je pense que d'apprendre ça, quand même, il avait ça sur la conscience, je pense. Du fait de m'en parler, ça l'a peut-être soulagé.
Et ça, c'est assez étrange parce qu'elle va expliquer qu'elle avait entendu, alors qu'elle habitait à ce moment-là avec sa mère Marie-Thérèse, donc entre 1989 et 1992, elle ne se rappelle plus vraiment, que sa mère, au téléphone, parlait avec un inconnu de la perpétration du meurtre de Corinne Didio. Mais ce qui est étrange, c'est que le meurtre se serait donc déroulé plusieurs années après cette écoute téléphonique. Donc ça n'a pas trop de sens, sauf si le meurtre était prémédité depuis plus de 2 ans, ce qui paraît assez étrange, puisqu'à ce moment-là, je crois que Marie-Thérèse et Corinne n'avaient pas repris contact. Par contre, elle va expliquer quelque chose d'assez intéressant concernant sa propre fille, donc la petite fille de Marie-Thérèse. Donc c'est Bettina, qui se trouvait donc au domicile de sa grand-mère Marie-Thérèse au moment des faits. Donc Nancy va expliquer quelque chose d'intéressant, notamment concernant Bettina, sa propre fille. Elle va dire que le jour du meurtre, sa fille Bettina était chez sa grand-mère, donc chez Marie-Thérèse. Et elle aurait indiqué, Bettina, à sa mère, que celle-ci l'avait grondée parce qu'elle avait essayé de descendre au sous-sol, alors qu'avant, il n'y avait pas spécialement de restrictions quant à se déplacer au sous-sol. Et donc, ça l'avait marqué. Les enquêteurs vont donc reprendre leurs investigations. De son côté, Marie-Thérèse Garcia va être placée en garde à vue et une perquisition est réalisée à son domicile. Alors, lors de cette perquisition, une hachette et une meuleuse ont réagi positivement au Blue Star. Le Blue Star, vous savez, c'est ce réactif qui permet, alors je vous le fais vraiment de manière très vulgarisée, d'obtenir une couleur bleue lorsque ce réactif est en contact avec certaines substances, notamment le sang. Donc de même, les enquêteurs constataient une réaction importante au niveau du carrelage recouvrant le sol de la pièce servant de laverie, en partant de la porte et jusqu'à l'évier au fond de la pièce, qui réagissait également positivement au produit. Donc une expertise génétique était diligentée sur les éléments découverts au domicile de Marie-Thérèse. L'expert relevait la présence d'un ADN nucléaire féminin inconnu partiel sur un écouvillon. C'était des scellés qui contenaient des prélèvements effectués sur les joints du carrelage, là où il y avait, je pense, la plus grosse réaction au Blue Star. Et les prélèvements effectués sur les scellés du style couteau, hachette, meuleuse et curetage des joints du carrelage se révélaient, eux, être négatifs aux tests d'orientation utilisés pour la recherche de sang. Mais, une nouvelle fois, les éléments recueillis semblent être insuffisant. Effectivement, en plus de ça, vous savez que le réactif Blue Star, il ne réagit pas spécifiquement qu'avec le sang. Il peut réagir avec d'autres produits, notamment de la javel. Donc on peut se dire, est-ce que il y aurait eu de la javel qui aurait pas bien été rincée à ce niveau-là? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut aussi être le cas. Mais bon, quand on voit un peu la trace du Blue Star sur le sol, enfin la tache que ça fait, ça ressemble pas vraiment à un accident de javel. C'est pas assez probant comme élément pour avancer plus loin dans l'enquête. Et il y a un nouveau non-lieu qui va être prononcé en 2008. L'affaire semble alors définitivement enterrée. Et pourtant, elle va rebondir à nouveau en 2012. Là, c'est super intéressant parce que c'est vraiment fortuitement que les enquêteurs vont s'intéresser au dire de Bettina. Donc vous savez, Bettina, c'est la fille de Nancy, c'est aussi la petite fille de Marie-Thérèse, c'est elle qui aurait été réprimandée parce qu'elle voulait descendre le jour du meurtre dans le sous-sol et qu'on lui aurait interdit alors que d'habitude c'était pas interdit. Donc en fait, les enquêteurs, ils l'auraient placée sous écoute à un moment donné pour une affaire qui a rien à voir, plutôt concernant, on va dire, des affaires où elle aurait été impliquée, notamment sur de la consommation ou de la revente de stupéfiants. En tout cas, celle-ci était au téléphone avec son amant à l'époque et elle aurait donné des informations ou dit des choses assez intéressantes et perturbantes concernant notamment l'affaire Corinne Didio. Elle aurait donc affirmé au téléphone avoir vu, je cite, une bonne femme se faire couper en morceaux. À ce moment-là, elle avait 9 ans seulement. Bettina, qui semblait quand même avoir, on va dire, le témoignage le plus intéressant et peut-être même plus fiable dans toute cette histoire,
malheureusement ne pourra pas se prononcer et ne va pas être entendue dans l'instruction qui a été ouverte la plus récente, notamment parce que elle va être victime d'un accident de la route en 2021 et elle va y laisser sa vie. On ne pourra plus l'entendre sur ces faits précis, mais on a pu entendre son amant qui lui aurait confirmé tout ce qu'il aurait été entendu dans ces enregistrements. Mais du coup, cet élément va permettre la réouverture de l'enquête à l'époque. Et une expertise génétique plus poussée va être réalisée sur les différents scellés que la justice a dans cette affaire. Et je pense que c'est intéressant puisque avec les années, les techniques sont un peu plus précises et possiblement on va pouvoir un petit peu mieux et peut-être plus précisément savoir à qui appartiennent certains profils génétiques. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que les analyses vont montrer que l'ADN de Jean-Jacques Maurice, qui est décédé depuis un moment, pourtant longtemps considéré comme un suspect potentiel, n'est retrouvé sur aucune des traces prélevées dans la malle ni sur le sac plastique ayant contenu le corps de Corinne à l'intérieur de celle-ci. Et pour ça, d'ailleurs, il a fallu exhumer, je crois, le corps de Jean-Jacques Maurice pour prélever son ADN, pour faire ces comparaisons. Par contre, les experts vont identifier plusieurs profils ADN appartenant à des proches de Corinne et de Marie-Thérèse. Donc on va avoir des ADN qui pourraient appartenir à Antonio, mais on aura aussi des ADN à l'intérieur de la malle qui appartiennent à une très bonne amie de Corinne. Et on a aussi un ADN qui appartiendrait à la plus récente fréquentation de Corinne avant sa disparition. En effet, elle était sortie avec un homme qu'elle avait rencontré via Marie-Thérèse. Et apparemment, du coup, l'ADN de cet homme-là, qu'elle fréquentait juste avant qu'elle disparaisse, se retrouve aussi à l'intérieur de cette malle. En fait, dans cette malle, il y a vraiment des suspicions de l'appartenance d'ADN à plein de monde. Donc en fait, c'est assez compliqué de savoir distinguer ce qui est important ou pas. C'était une malle, je vous en dirai un peu plus après, mais qui était présente apparemment de base chez Corinne. Et donc peut-être que le fait qu'il y ait des gens qui passent beaucoup dans sa chambre ou quoi que ce soit, son ami ou son amant, fait qu'ils ont laissé des traces génétiques, peut-être des cheveux, des poils, ou on ne sait pas, qui se sont retrouvés dans cette malle-là. Il y a aussi des mélanges d'ADN, d'ADN féminin et masculin, dont certains n'ont jamais été identifiés, qui sont retrouvés dans cette malle. En revanche, ce qui est plus intéressant, ce sont des cheveux qui ont été retrouvés dans la malle. Donc au total, 3 cheveux qui sont retrouvés. Notamment, on a un cheveu châtain foncé qui présente un ADN mitochondrial compatible avec celui de Corinne Didio ou d'une femme appartenant à sa lignée maternelle. Et on a les 2 autres, donc l'un châtain foncé et l'autre châtain clair, présentant un ADN mitochondrial compatible avec celui de Marie-Thérèse Garcia ou d'une femme issue de sa lignée maternelle. Les experts précisent toutefois que Corinne n'ayant jamais eu de fille, ce premier profil mitochondrial ne peut correspondre qu'à elle. Concernant le second profil, il pourrait théoriquement appartenir à Marie-Thérèse Garcia ou à l'une des femmes de sa lignée maternelle, mais les enquêteurs estiment que les autres hypothèses sont très peu probables, aucune des femmes concernées, ces filles donc, n'ayant de lien connu avec Corinne Didio au moment des faits. Donc, évidemment, pris isolément, ces éléments ne permettent pas d'identifier l'auteur du crime. Mais c'est ce fameux faisceau d'indices graves et concordants qui revient dans ce dossier. Avec les témoignages, avec la temporalité, le fait qu'elle gardait le fils qui a rapidement été récupéré par Antonio, que les 2 pourraient avoir des mobiles liés de près ou de loin à de la vengeance, que des cheveux pouvant appartenir à Marie-Thérèse Garcia ont été retrouvés dans cette malle. C'est vrai que ça pose des questions, mais à nouveau, c'est vraiment cet ensemble d'éléments qui rendent le dossier assez incriminant envers Marie-Thérèse et même un petit peu Antonio. Ce qui est important à noter aussi, que j'ai relevé dans les documents qui m'ont été confiés et qui sont des documents officiels, il convient donc de rappeler que lorsque Nancy dénonce sa mère auprès des enquêteurs en 2004, ces éléments génétiques ne sont pas encore connus de la procédure. Ils n'ont été révélés qu'en 2012 pour ce qui est de Corinne et en 2017 concernant Marie-Thérèse Garcia. Là encore, ces expertises n'ont donc fait que conforter des déclarations effectuées 13 ans auparavant. Donc la question d'où venait cette malle, on a eu un peu une réponse grâce à l'amie, la très bonne copine
de Corinne, où vous savez l'ADN a été retrouvé à l'intérieur de la malle. Elle explique en fait que Corinne avait fait cet achat de cette malle métallique en prévision de son voyage en Colombie, celui qui ne s'est finalement jamais réalisé. Elle dit qu'on lui a présenté une photo de cette malle, de la malle qui a été retrouvée dans l'eau, et elle dit reconnaître le même type de malle, le même volume. Bon, elle peut pas dire à 100% oui c'est cette malle-là, mais elle reconnaît ce type de malle qui appartenait à Corinne. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle dit ne pas se souvenir l'avoir manipulée. Mais comme elle était tous les week-ends chez sa copine, elle se dit que potentiellement, oui, effectivement, il y aurait pu avoir un transfert, mais c'est vrai que c'est un peu étrange, elle sait pas l'expliquer. De son côté, Marie-Thérèse Garcia, elle reste sur sa ligne de défense, elle nie toute implication dans la disparition, l'enlèvement, le meurtre de Corinne. De son côté, Catherine va apporter un témoignage assez intéressant. Catherine, c'est la sœur de Corinne. Elle va dire que la veille de la disparition de sa sœur, elle avait reçu un appel de cette dernière. Elle lui expliquait qu'elle était un peu anxieuse, qu'elle sentait qu'elle était suivie, en tout cas elle pensait être suivie par un homme qui avait le crâne rasé, qu'elle ne reconnaissait pas. Elle lui aurait dit qu'elle se sentait en danger, puis aussi dans la conversation que Marie-Thérèse lui aurait donné rendez-vous à une kermesse. Bon, malgré tout ça, les années passent, on a des témoins qui vieillissent, il y a aussi des personnes qui au fur et à mesure du temps meurent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années qui se sont passées. Et puis peu à peu, le dossier de la disparition et du meurtre de Corinne Didio disparaît un petit peu des radars, jusqu'à la fameuse affaire criminelle de la disparition et finalement du double assassinat de Leslie et Kevin. Dès janvier 2023, d'importants moyens d'enquête ont été mis en place dans le cadre de cette double disparition. Beaucoup de proches sont entendus, il y a beaucoup de surveillance téléphonique qui sont installées également au niveau des proches, et donc il se trouve qu'il y avait une surveillance téléphonique qui était mise en place notamment sur la ligne téléphonique de Marie-Thérèse Garcia, la grande-tante de Leslie. Sans le savoir, ils viennent de rouvrir une affaire vieille de 30 ans. Parce que les conversations interceptées ne concernent pas seulement l'affaire de Leslie et de Kevin. À plusieurs reprises, Marie-Thérèse Garcia va tenir des propos particulièrement violents, notamment au cours d'une conversation qui s'est tenue le 11 janvier 2026. Je cite: « Il vaut mieux qu'ils les chopent avant qu'on sache qui c'est et qu'ils les ont pas chopés, parce que moi je vais leur emmener, mais en morceaux, dans une valise. » Évidemment, avec ce qu'on sait, on fait le lien avec le meurtre de Corinne. Elle va s'expliquer quand on va lui poser la question, elle va dire « Non mais je dis ça sur le coup des nerfs, je le pensais pas réellement, voilà. » Quand bien même, quand on sait que dans son entourage, il y a une personne qui est morte dans ces mêmes conditions-là, ça pose question. Ces déclarations vont donc pousser les enquêteurs à réexaminer tous les éléments du dossier. Et plusieurs éléments, jusque-là dispersés, commencent enfin à s'assembler. Les enquêteurs réentendent de nouveaux témoins. Ils recueillent de nouvelles déclarations, mais surtout revisitent certains témoignages anciens à la lumière des nouveaux éléments. De son côté, Nancy, la fille de Marie-Thérèse, maintient les accusations qu'elle avait déjà formulées près de 20 ans plus tôt. Rappelez-vous, c'est elle qui avait expliqué comment se serait déroulée la mort de Corinne et où exactement. Et il y avait aussi ce fameux témoignage de sa fille Bettina à l'époque qui expliquait qu'elle s'était fait réprimander parce qu'elle n'aurait pas eu le droit de descendre au sous-sol alors qu'avant elle avait complètement le droit, et donc elle était présente apparemment le jour supposé du meurtre. Et en fait, le fait que bien plus tard Bettina se soit confiée au téléphone à son amant concernant justement le fait qu'elle ait vu une femme se faire démembrer, et ces éléments combinés ensemble prennent soudain une dimension bien différente. Après son décès à Bettina, il y a plusieurs personnes qui vont expliquer qu'elle a toujours été persuadée que la personne qu'elle a vue se faire démembrée était Corinne. Il y a vraiment énormément d'autres témoins qui viennent également renforcer les soupçons. Notamment un ancien gendre de Marie-Thérèse, alors je sais plus exactement lequel, tellement il y a de protagonistes dans cette histoire. En tout cas, il va affirmer
que celle-ci avait plusieurs fois fait allusion au meurtre de Corinne pour intimider son entourage, déclarant notamment, je cite, « Tu veux te retrouver dans une boîte comme l'autre en petits morceaux ». De son côté, Marie-Thérèse, elle, va à chaque fois expliquer que toutes ces personnes qui témoignent contre elle, ce sont des personnes qui veulent voir sa chute, qui ne l'apprécient pas, et c'est pour ça qu'ils inventent ce type de témoignage. Le 22 mai 2023, Marie-Thérèse Garcia est donc interpellée. À l'issue de sa garde à vue, elle est mise en examen pour enlèvement en bande organisée et meurtre. Antonio, de son côté, lui, il est installé en Espagne. Il fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt européen et est mis en examen dans cette affaire. Donc lui, il est impliqué dans d'autres affaires. Je vous ai dit, vraiment, c'est un autre monde. Il est en cavale après sa condamnation à 8 ans de prison en 2025 pour trafic international de produits stupéfiants, et il se cachait sous un faux nom en Colombie. Mais bon, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est que pour la première fois depuis 30 ans, la justice estime avoir assez d'éléments, en tout cas un nombre d'éléments suffisant pour poursuivre les deux principaux suspects. Fin novembre 2024, les avocats de Marie-Thérèse dénoncent une instruction réalisée au pas de course et demandent la mise en liberté de celle qu'ils présentent comme la plus vieille détenue de France, parce que je crois que c'est ce qu'elle est, dans l'attente de son procès. Ils ont demandé à plusieurs reprises qu'elle soit libérée, et toutes ces demandes de mise en liberté ont été à chaque fois refusées. Ça me fait penser à celle de Cédric Jubilard, qui, elles aussi, avaient toutes été refusée. Apparemment, Marie-Thérèse aurait réalisé une grève de la faim lors de sa détention pour montrer sa protestation. Après plusieurs mois d'instruction, la juge rend le 18 octobre 2024 une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des Yvelines. En fait, je crois que c'est ce document que j'ai pu obtenir. Donc, c'est une synthèse et une ordonnance de mise en accusation qui est quand même du coup, je vous le disais, assez longue. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas ce qu'on ressort de tous ces témoignages qui sont retranscrits dans cette ordonnance, c'est vraiment que personne ne pense qu'il y a une seule personne impliquée dans cette histoire. On pense qu'il y en a vraiment plusieurs qui ont eu différents rôles. On parle de Marie-Thérèse Garcia comme étant celle qui aurait commandité ce meurtre. On parle de différentes personnes, notamment d'Antonio, comme celui qui aurait pu le réaliser. On parle aussi d'autres personnes qui auraient pu intervenir à d'autres moments, notamment au moment du dépeçage, du démembrage, et aussi au moment de se débarrasser du corps de Corinne et de sa voiture. En revanche, l'instruction n'a jamais permis d'identifier avec certitude le rôle de chacun, et d'ailleurs même l'identité de chaque personne qui aurait pu être impliquée. Près de 30 ans après la mort de Corinne, le procès s'ouvre enfin. Et il va se tenir sur 3 semaines entre juin et juillet 2026, donc c'est très récent. Les jurés vont revenir sur chaque étape de cette affaire, les contradictions, les témoignages, les écoutes, les expertises scientifiques et les relations complexes, c'est le cas de le dire, entre les différents protagonistes. Pour ce qui est de la défense, eux contestent fermement évidemment les accusations, rappelant qu'aucune preuve directe ne permet d'affirmer que Marie-Thérèse Garcia a personnellement porter les coups mortels, et remettant en cause aussi les analyses ADN qu'ils disent ne pas être assez précises. Ils ont demandé apparemment à ce que des analyses un peu plus poussées soient réalisées, mais ça n'a pas été accepté. Il y a aussi une histoire de la couleur des cheveux qui ont été retrouvés dans cette fameuse caisse. Vous savez, où il avait été identifié qu'il y a 2 cheveux qui aurait pu appartenir à Marie-Thérèse, et les cheveux sont châtain foncé et châtain clair, alors qu'apparemment à l'époque, selon plusieurs personnes, selon Marie-Thérèse et des proches de Marie-Thérèse et également la défense de cette dernière, elle aurait eu les cheveux noirs corbeau, donc bien différents des cheveux châtain foncé et châtain clair retrouvés et qui avait été identifié comme potentiellement lui appartenant. Sauf qu'il a été retrouvé des archives vidéo
en couleur datant de 1994. Alors 94 par rapport à la vignette qui est sur le pare-brise de la voiture, donc on estime que ça correspond à l'année en cours. Mais c'est fou cette histoire parce que c'est l'arrestation du frère d'Antonio, donc de Francisco, qui se déroule dans le pavillon, donc dans la maison où aurait été tuée Corinne un an plus tard ou un peu moins d'un an plus tard, donc dans celui de Marie-Thérèse Garcia. Et on le sert avant qu'il rentre dans la maison, reçu ? Francisco Marquez Lopez est condamné à 25 ans de prison en Espagne pour attaque de banque. Depuis 1992, il vit en France, près de Rambouillet. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait? La cavale est terminée, il sera extradé vers l'Espagne. Tu l'as, le talon de la vignette ? Donc vous voyez des images pendant que je parle. En fait, Marie-Thérèse apparaîtrait dans cette vidéo. Alors je peux pas être formelle sur le fait que ce soit elle, mais elle aurait été identifiée dans cette vidéo. Et ce qu'on voit, c'est que ses cheveux n'étaient pas noirs corbeau. Ils étaient plutôt châtain foncé. En tout cas, s'il s'agit bien d'elle. Pour moi, bon, ça, c'est donc un élément qui ne tiendrait pas vraiment, puisqu'il parlait d'une grosse période où elle aurait eu les cheveux noirs corbeau, et il semblerait que, à cette époque-là en tout cas, ce n'était pas le cas. Ce qui a été dit également par la défense, c'est que les expertises génétiques examinées lors du procès par la cour d'assises ont mis en évidence l'absence d'indices conclusifs. D'ailleurs, au domicile de Marie-Thérèse Garcia, donc à Saint-Hilarion, près de Rambouillet, le lieu supposé de la découpe du corps de Corinne, aucune trace de sang et aucune trace génétique appartenant à la victime n'ont été détectées. Alors après, bon, il apparaîtrait apparemment qu'il y a eu des petits travaux qui ont été réalisés dans le salon salle à manger et dans le sous-sol, et de la peinture notamment. Donc, est-ce que les solvants auraient pu dissoudre les molécules d'ADN? Est-ce que ça a pu complètement cacher les ADN qui restaient? Bon, c'est possible, mais là, c'est juste des suppositions. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'il y a des traces d'ADN masculin inconnues, non identifiées, qui ont été mises en évidence notamment sur la face intérieure du couvercle et sur le sac poubelle retrouvé à l'intérieur de cette malle. Et on n'a jamais pu identifier les propriétaires de ces traces génétiques. Donc c'est sûr que ça pose question, mais en même temps, si on est et on reste sur l'hypothèse qu'il y a eu plusieurs personnes qui auraient pu être impliquées dans cette histoire, il est possible qu'il y ait des hommes dont on ne connaît pas l'identité qui aient pu aussi se débarrasser du corps de Corinne dans cette malle et en la mettant dans des sacs plastiques. Et je pensais notamment au fait que Corinne, la veille de sa disparition, se sentait menacée, comme elle l'avait expliqué à Catherine, sa sœur, et qu'elle avait l'impression d'être suivie par un homme au crâne rasé. Peut-être que ce dernier était réellement impliqué dans sa disparition et dans son meurtre, et peut-être qu'il connaissait un petit peu toute l'équipe. Pour ce qui est de l'accusation, de son côté, elle soutient que l'ensemble des éléments recueillis forment un faisceau d'indices suffisamment solide pour établir la participation de Marie-Thérèse au crime. L'accusation, qui soupçonne justement Marie-Thérèse, alors je vous l'ai pas dit ici, mais qu'on surnomme Madalton, parce qu'elle est un peu dans le milieu du grand banditisme, elle est toujours fourrée un petit peu dans des histoires étranges. Madalton, c'est la mère des Dalton, donc ça fait penser à ce milieu-là. Et puis aussi, elle est connue pour avoir un peu le verbe haut, une grande gueule et un très fort caractère. Je peux le confirmer, puisque elle s'en était pris à moi pendant un moment. Alors revenons sur l'accusation qui soupçonne donc Madalton d'avoir œuvré pour permettre à Antonio de récupérer la garde de l'enfant après qu'il ait déjà eu une tentative d'enlèvement, vous vous rappelez, qui remonte à 1987. L'enfant dans l'histoire, Romain, il a bien grandi et Romain, il s'est porté partie civile dans cette affaire. Pour Romain, l'enjeu de ce procès est immense. Je le cite, « Ce procès représente tout pour moi. Depuis que j'ai 10 ans, j'essaye de m'en sortir chaque jour pour aller le mieux possible. Mais je n'ai encore rien fait pour ma mère. Cette fois, j'ai une occasion de faire quelque chose pour elle. Parce que oui, je vous l'ai pas encore dit, mais de son côté, Romain, lui, pensait que sa mère l'avait complètement abandonné. Parce que
il apparaîtrait que son père, Antonio, lui a fait croire que sa mère l'avait laissé tomber, l'avait laissé derrière et était partie faire sa vie pendant un long moment. Et après, il n'a pas tout dit, en tout cas, il l'a dit assez tardivement que finalement, elle avait disparu, que finalement, ensuite, elle avait été retrouvée décédée, mais que c'était un accident. Et puis après, bien plus longtemps après, il a expliqué que c'était en fait un meurtre. Mais donc, pendant un long moment, Romain, il en voulait à sa mère puisqu'il pensait qu'elle l'avait laissé tomber du jour au lendemain. Et puis aussi, pendant un moment, alors qu'il appréciait beaucoup quand même Marie-Thérèse, il a souligné des incohérences entre ce que lui se souvenait et elle, ce qu'elle disait. Elle disait, non, là il dit ça, mais il doit se tromper de jour. Et lui, il en était sûr. Il se rappelait quand il avait eu sa mère au téléphone juste avant sa disparition, et elle semblait perturbée. Elle lui disait des choses comme si elle était forcée de le dire, notamment qu'elle viendrait pas le chercher ce week-end-là, alors que d'habitude elle vient tous les week-ends le rechercher. Marie-Thérèse de son côté va expliquer que cet appel n'a pas vraiment existé, en tout cas pas à ce moment-là. Bizarrement, juste après, elle a disparu et vous savez ce qui s'est passé. Donc lui, il s'est dit, mais si elle cache ça, c'est que peut-être qu'elle est impliquée finalement dans la disparition de ma mère et dans son meurtre. Et donc, c'est pour ça aussi, avec toutes les incohérences, qu'il s'est porté partie civile pour honorer un peu la mémoire de sa mère. Puis il y avait aussi cette histoire de vacances en Espagne. Son père, quelques jours seulement après la disparition de sa mère, récupère chez Marie-Thérèse Romain et ils partent soi-disant pour des vacances en Espagne, des vacances qui n'étaient absolument pas programmées, tellement que lui, il était un peu étonné de partir et que toutes ses affaires n'étaient pas prêtes et que c'était un peu fait dans l'urgence. Et puis il se rappelle aussi que Marie-Thérèse semblait ce jour-là vraiment plus stressée que d'habitude. À l'issue d'un procès de près de 3 semaines, la présidente de la cour a relevé donc un faisceau d'éléments établissant sans doute possible la culpabilité de Marie-Thérèse Garcia. Et donc la cour d'assises reconnaît Marie-Thérèse, donc âgée à ce moment-là de 79 ans, coupable. Près de 30 ans après la disparition de Corinne, Madalton a été finalement condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. De son côté, son co-accusé et ex-beau-frère Antonio, poursuivi pour les mêmes faits, a été acquitté. Le parquet général avait requis 30 ans de prison contre les 2 accusés. Et dans son box, à l'annonce du verdict, Marie-Thérèse va applaudir, comme pour dire, voyez, vous m'avez bien eu, mais plutôt de manière sarcastique, en mode bravo pour vos mensonges, quoi. Évidemment, les avocats de Marie-Thérèse Garcia ont sans surprise annoncé dès le prononcé du verdict leur intention de faire appel de cette condamnation. On est face à une personne de 80 ans qui est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle, d'accord ? Sans mobile. Sans preuve. Sans preuve. Avec des faisceaux d'indices qui sont, franchement, il faut le dire, sacrément tirés par les cheveux. Pour moi, c'est une ignominie institutionnelle. Il y a une toute autre lecture de ce dossier que j'ai pu entrevoir, alors pas pendant le procès, que je n'ai pas pu suivre, mais sur les réseaux sociaux. Quand je travaille sur une vidéo, j'essaye vraiment d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et je suis tombée donc sur un comité de soutien à la famille de Corinne Didio et sur un comité de soutien, on va dire, à Marie-Thérèse Garcia. Et ce sont la plupart du temps des personnes de sa famille. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment 2 camps qui s'affrontent. Il y a beaucoup de personnes de la famille de Marie-Thérèse qui la soutiennent. D'ailleurs, beaucoup de ses petits-enfants la surnomment la mamie gâteau. Et il y a aussi tout un autre pan, donc les amis, la famille de Corinne, et aussi une des filles donc de Marie-Thérèse qui est un peu reniée de toute son autre famille, qui vont, toutes ces personnes-là, être plus du côté de l'accusation. Au cœur de ces divisions, je vous le disais, il y a Nancy. Nancy, une des filles de Marie-Thérèse. C'est elle qui va porter des accusations contre sa propre mère, Marie-Thérèse, en 2004, ce qui va permettre la réouverture à ce moment-là de l'enquête. Mais pour la défense de Marie-Thérèse, ce témoignage de Nancy doit être considéré avec beaucoup de prudence. Car les relations entre la mère
et la fille sont conflictuelles depuis plusieurs années. En effet, Marie-Thérèse va apprendre en 2000 que Nancy, sa propre fille, avait une relation avec Francisco. Francisco qui était son compagnon. En gros, la fille avait une liaison avec le compagnon ou l'ex-compagnon de la mère. Donc, bon, c'est un peu étrange, hein, on se le dit. Donc, évidemment, ça n'a pas plu à Marie-Thérèse, ce que je peux comprendre. Et en plus de ça, le couple, donc Francisco et Nancy, avaient décidé de s'installer ensemble dans un logement appartenant à une SCI. Je vous mets la définition de la SCI ici, qui est liée à Marie-Thérèse. Et donc Marie-Thérèse, en 2004, un petit peu pour se venger, va lancer une procédure pour les expulser de ce logement. Et coïncidence ou pas, c'est aussi en 2004 donc que Nancy va pousser la porte du commissariat pour expliquer ses déclarations et accuser sa mère dans le meurtre de Corinne. Et effectivement, bon, on peut se poser la question sur la temporalité. Est-ce que ce sont des réelles déclarations, un réel témoignage qu'elle est venue apporter, ou est-ce que c'est juste pour se venger de par sa mauvaise relation avec sa mère et de par le fait que cette même année, elle se soit faite expulser de son logement avec l'ancien compagnon de sa mère. Il y a aussi un autre épisode qui vient montrer à quel point cette famille, en tout cas entre Nancy et Marie-Thérèse, ça ne se passait absolument pas bien. Il y a eu une tentative d'attentat à la grenade. Effectivement, il y avait une grenade, alors il me semble que c'était une grenade un peu factice, mais qui explosait quand même, qui avait été placée sous le véhicule appartenant à Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, de son côté, je crois qu'elle avait porté plainte parce qu'elle était persuadée que c'était Nancy et Francisco à ce moment-là qui avaient voulu l'intimider. Mais je crois que finalement, ça a été classé sans suite. Mais l'une des filles de Nancy, parce qu'il se trouve que les filles de Nancy ne s'entendent pas du tout avec elle, et donc il y en a même une qui l'appelle sa génitrice, pour vous dire. Donc ce sont les petites filles de Marie-Thérèse. Donc il y en a une qui s'appelle Maggie, qui dira elle-même aux enquêteurs avoir assisté à plusieurs conversations entre sa mère et Francisco concernant le projet de poser une bombe sous la voiture de sa grand-mère. Donc je vous le disais, les filles de Nancy vont prendre leur distance avec leur mère. Et de leur côté, elles vont rester très attachées à leur grand-mère. C'est vrai qu'elles ont des mots assez forts contre leur mère, en disant qu'elle était un peu mythomane, tout ça, tandis que leur grand-mère, elles la soutiennent à fond. Mais c'est fou parce que elles font vraiment l'éloge, en tout cas beaucoup de petits-enfants font l'éloge de leur grand-mère, et dans beaucoup d'autres témoignages, j'ai pu lire des choses comme c'était une très mauvaise personne, manipulatrice, donc on a vraiment deux sons de cloche différents. Mais en tout cas, la crédibilité de Nancy est contestée même au sein de sa propre famille. Et de son côté, sa sœur, Nancy, est également contre elle, donc elle s'appelle Cathy, c'est l'autre fille de Marie-Thérèse Garcia, et elle va dire que Nancy est une menteuse, calculatrice et caractérielle. D'ailleurs, l'ancien compagnon de Marie-Thérèse Garcia estime lui aussi qu'il faut se méfier de ses déclarations. Mais il y a aussi des incohérences dans ses propos qui ont été soulignés lors du procès, notamment ces fameuses incohérences au niveau des années, je vous expliquais, où elle aurait entendu, alors qu'elle habitait chez Marie-Thérèse, une conversation où elle parlait du meurtre de Corinne, et c'est des années qui ne correspondaient pas du tout à l'année où Corinne s'est faite tuer. C'était plusieurs années auparavant, entre 1989 et 1992, alors que Corinne a été tuée en 1995. Et donc elle a été interrogée sur cette impossibilité chronologique, et Nancy va maintenir d'abord la période indiquée avant de reconnaître qu'il doit nécessairement y avoir une erreur quelque part. Donc c'est sûr que ça remet pas mal en doute ses propos. La défense relève également des variations concernant la nature de certaines conversations, décrites des fois comme téléphoniques lors de précédentes auditions, puis comme ayant eu lieu en face à face devant la cour. Donc c'est la fiabilité des propos et du témoignage de Nancy qui est sérieusement remis en doute. Mais j'aimerais quand même apporter une nuance importante. La condamnation de Marie-Thérèse Garcia ne repose pas uniquement sur les accusations de sa fille. D'autres témoins ont apporté des propos incriminants attribués à Marie-Thérèse. Je vais pas tous vous les citer, mais c'est vrai que beaucoup ont entendu parler de ce meurtre, soit directement par Marie-Thérèse, soit par quelqu'un qui lui était très proche. Et donc beaucoup de personnes ont en tête le fait que c'est Marie-Thérèse qui a voulu se débarrasser de Corinne.
parce qu'ils ont entendu des choses. Notamment Bettina, qui malheureusement n'a pas pu s'exprimer lors de ce procès, puisque la pauvre est décédée en 2021. Il y avait certains détails qui figuraient déjà dans certaines anciennes auditions que Nancy n'était pas censée connaître, et pourtant qu'elle avait expliqué, exprimé lors d'auditions, donc ce qui fait que ça corrobore vraiment son témoignage avec les éléments et certains autres témoignages recueillis, allant donc dans le sens de l'accusation. Et c'est là toute la difficulté de cette affaire. D'un côté, on a un témoignage central provenant d'une fille en conflit ouvert avec sa mère, comportant certaines incohérences et contesté par plusieurs membres de la famille. De l'autre, des éléments indépendants qui, pour l'accusation, viennent corroborer au moins une partie de ce récit. À mon avis, c'est cette confrontation entre les deux lectures du dossier qui sera de nouveau au cœur du procès en appel qui normalement aura lieu l'année prochaine. Pendant près de 30 ans, beaucoup pensaient que l'affaire Corinne Didio ne connaîtrait jamais de dénouement. Pourtant, il aura suffi qu'une toute autre enquête criminelle fasse émerger de nouveaux témoignages, de nouvelles expertises et de nouvelles pistes pour que ce dossier soit enfin rejugé. Cette affaire rappelle qu'en matière criminelle, un dossier n'est parfois jamais totalement refermé. Tant qu'il reste des témoins, des preuves à réexaminer ou des questions sans réponse, la vérité peut encore refaire surface parfois des décennies plus tard. Au moment de la publication de cette vidéo, le procès en appel de Marie-Thérèse Garcia n'a pas encore eu lieu. Comme toujours, chacun demeure présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. C'était une très longue vidéo, mais je voulais essayer de vous donner pas mal de détails pour que vous ayez un avis des plus objectifs possibles et pas un avis orienté, même si avec cette première décision de justice, on est quand même un peu orienté. Moi, j'avoue que je le suis un petit peu aussi de par tous les éléments que j'ai pu lire, mais quand on n'a pas été vraiment au centre d'une affaire qui date d'il y a plus de 30 ans maintenant, ou en tout cas proche de certains protagonistes, c'est dur d'avoir tous les éléments en notre possession. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cette affaire derrière l'affaire Leslie et Kevin? C'est aussi une affaire très horrible. Enfin, je sais pas, cette famille quand même. Bon, il y a certaines personnes qui ont très certainement fait de mauvais choix, mais on a l'impression que le sort un petit peu s'acharne, en tout cas sur Leslie, qui n'avait strictement rien demandé. Donc c'est vraiment un triste destin pour cette famille et surtout pour Leslie. Ensuite, pour Corinne, personne ne mérite de finir comme ça, clairement. C'est vraiment dommage d'en arriver là, si c'est pour vraiment des histoires de jalousie, de coucherie à droite à gauche et de garde d'enfants. Au milieu de tout ça, on a un enfant qui, malgré tout, essaye de s'en sortir aujourd'hui, même s'il a très certainement vu ou entendu des choses qui l'ont choqué, il essaye d'évoluer de la meilleure des manières. Donc voilà, un dossier quand même très fourni, très complexe. Et n'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que tous les proches, à un moment donné, seront apaisés. J'espère un jour, je pense pas, mais que les tensions aussi pourront être apaisées au sein de la famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Alara de l'avoir sponsorisée. N'hésitez pas, vous avez le code promo en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.